Chers amis, bonjour, nous sommes le 19 juin 2024 et je vais faire un débrief, je vais essayer de faire un débrief quotidien de cette campagne Éclair. Donc voilà, il y a une dizaine de jours, je vous annonçais ma candidature, le jour même de la dissolution, le 9 juin 2024, je vous dis, bon voilà, je suis candidat, c'est normal parce que je suis le candidat légitime de la droite. Vous m'avez placé troisième en 2022, j'étais le candidat Reconquête à l'époque avec 10% des suffrages. Loin derrière quand même la candidate macroniste et la gauche, tout simplement parce qu'ils arrivaient à être unis. Et pour avoir une chance d'arriver au deuxième tour pour la droite, il faut être unis. Voilà, donc on a eu en 2022 une liste LR, enfin un candidat LR, un candidat RN, un candidat Reconquête, un candidat à ASFE, même si on peut dire, on va dire c'est divers droite, ils siègent avec les LR au Sénat. Même si là, ce n'est pas les sénatoriales. Bon, bref, je passe les détails. Mais on avait tellement de candidats de droite ou apparentés de droite. Cette fois-ci, on a toujours autant. On a un petit peu moins, on n'a pas de candidat LR parce qu'ils ont fait un deal avec le RN. Mais nous avons par exemple François Asselineau. Voilà, donc est-ce qu'on peut dire qu'il est de droite? Peut-être pas, hein, puisqu'il se veut au-dessus des clivages. Mais bon, on va dire qu'il est patriote. On va dire qu'on a 4 candidats patriotes qui auraient pu faire front commun. Alors dès le 9 juin 2024, le soir de la dissolution, je me suis bien entendu activé avec mes relations en Asie et je vais vous faire quelques confidences, ils pourront démentir ou pas, mais ils me connaissent. Donc on a failli faire candidature commune et on a failli trouver un accord avec Reconquête et le RN. Le responsable de Reconquête en Asie a poussé ma candidature parce qu'il estimait qu'elle était la plus légitime, la meilleure candidature. Malheureusement, le siège parisien en a décidé autrement. Ils ont mis une candidate qui vit à Nice désormais, même s'il a beaucoup d'expérience en Asie. Bon, tant mieux pour elle et bonne chance. Et le RN, j'ai failli être le candidat soutenu par le RN, pas RN, parce que je ne suis pas RN historique, je n'ai jamais été membre du RN. Mais ils ont failli me soutenir parce que un des responsables en Asie savait que j'avais le meilleur profil pour représenter l'Union. Si on veut faire l'Union, on fait l'Union derrière le candidat qui a le meilleur profil. Donc j'ai fini troisième en 2022, ça paraissait assez naturel. De plus, j'ai été le premier à exprimer ma candidature. C'est-à-dire je suis indépendant des partis, je ne vais pas avant tout négocier une étiquette quelconque et ensuite me présenter. Non, je me présente et j'ai appelé tous les partis à faire l'union et à travailler ensemble pour pouvoir gagner. C'est ça, faire l'union. Ce n'est pas juste magouiller dans quelques bureaux parisiens. Je ne vois pas les choses ainsi. Bon, bref, en tout cas, je peux vous dire, et encore une fois, il pourrait confirmer ou pas, mais en tout cas, c'est son droit. Le suppléant du candidat RN est un élu, comme moi, de terrain. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi lui-même n'est pas le candidat. Parce que je crois en la légitimité. Nous avons un candidat RN qui n'est pas élu et son suppléant est élu. Je trouve ça assez curieux. Mais bon, bref, en tout cas, le suppléant du candidat RN qui est un ami, un élu conseiller des Français et étrangers qui réside à Pattaya, accepté d'être mon suppléant et qu'on y aille ensemble avec une étiquette ex-Reconquête et ex-LR avec un suppléant RN. Et là, ça aurait été l'union parfaite en termes d'étiquette ou en tout cas d'anciennes étiquettes. Et en plus de ça, avec un travail de terrain, je suis élu, il est élu, j'ai un réseau que vous connaissez en Asie. Ça, c'était le scénario parfait. Bon, cependant, c'est toujours, vous savez que la vie politique est toujours faite de problèmes, d'intrigues, de négociations diverses. Et bien entendu, il se trouve que ce n'est pas le choix qui a été retenu par les bureaux parisiens. Donc en fait, vous avez des responsables de Reconquête en Asie qui soutiennent ma candidature. Vous avez des responsables RN en Asie qui connaissent le terrain et qui soutiennent ma candidature. Et d'ailleurs, vous avez même des responsables UPR qui soutiennent ma candidature, mais ça ne se fait pas. Donc, Reconquête présente sa liste, le RN présente sa liste, en fait sa candidature, parce que ce ne sont pas des listes, c'est juste un candidat. Et même l'UPR, alors avant même la déclaration de François Asselineau, j'ai déjà des contacts, des militants, des représentants de l'UPR en Asie qui m'avaient apporté leur soutien, dont un ancien candidat aux législatives 2017
qui était le candidat UPR. Donc, tous ont commencé à rejoindre mes groupes de travail. D'ailleurs, on avait des groupes WhatsApp, ils étaient dedans. Et tout à coup, voilà, grand bouleversement. François Asselineau vient dans notre circonscription, parce qu'il n'y réside pas, il est en France, et se présente. Bon, très bien. Tout naturellement, bon, ces militants sortent de mes groupes de travail et me disent, bon, je suis désolé, je ne peux plus. Voilà. Et ce que je comprends tout à fait, hein, je leur souhaite bonne chance. Voilà, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que bon, c'est vraiment dommage, on n'a pas pu faire l'union. Et dans ces conditions, il est impossible, je vous le dis clairement, ou quasiment impossible d'arriver au deuxième tour. Parce qu'avec une gauche unie et une circonscription très macroniste, vous savez, tout le monde sait très bien que les Français et les étrangers sont plutôt macronistes, pour de nombreuses raisons. J'en ai déjà parlé dans diverses vidéos et articles. Donc en fait, la candidate macroniste est certaine d'être au deuxième tour, quoi qu'elle fasse, même si elle ne fait rien de son mandat. Et même si Macron est au plus bas dans les sondages, fait n'importe quoi en France, dans tous les cas, le ou la candidate macroniste sera toujours au deuxième tour ici, dans notre circo, parce que c'est la mentalité de beaucoup de bobos. C'est comme ça. Et donc la seule chance pour avoir une alternance, c'est soit, en tout cas pour avoir un deuxième tour différent, au deuxième tour on peut avoir que la gauche ou la droite. Et comme je vous disais, bon, la gauche ne peut pas, en fait, la gauche ne peut pas gagner l'élection. Elle peut gagner en Afrique de l'Ouest, mais peut-être pas en Asie. Voilà, ici, c'est une zone assez conservatrice. Les Français de Russie, de Thaïlande, de Chine, normalement, ne votent pas trop à gauche, surtout vu l'histoire du communisme, de la gauche en Asie, c'est pas possible. Donc, éventuellement, certains endroits, c'est, on va dire, progressiste, woke, comme l'Australie peut-être, mais même c'est une gauche très modérée, c'est plutôt du macronisme, du progressisme que de la gauche communiste, socialiste, extrême gauche. Voilà. Donc en tout cas, on est dans un scénario assez fou, avec 15 candidats, dont 4 patriotes, qui finalement, c'est malheureux de le dire, mais chacun fait un peu son business, c'est-à-dire que le RN et LR sont des grands partis nationaux. Ce qu'ils veulent, c'est obtenir des financements publics. Vous savez que chaque fois que vous donnez un vote à un candidat étiqueté de ces partis, le parti obtient environ, je ne sais plus quel montant exactement, mais on va dire environ 1,50 € par voix et par an. Voilà, donc si on a 1000 voix, ça fait 1500 € par an, c'est quand même pas négligeable. Donc ils mettent des candidats. Et ils savent très bien qu'il n'a aucune chance, mais ils le mettent quand même. Parce qu'il faut de l'argent. Et en plus de ça, il y a aussi une question de temps de parole. C'est-à-dire, en fonction des résultats législatifs, vous avez droit à tant de temps dans les médias en France. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, François Asselineau est toujours invisibilisé, parce qu'il n'a pas le droit d'aller dans les plateaux TV, parce qu'il n'a pas de candidat aux législatives, à part lui-même cette année. Mais voilà, donc il a des problèmes de financement et des problèmes de temps de parole, parce qu'il n'a pas suffisamment de candidats aux législatives. Ça peut changer, d'ailleurs, je le souhaite d'ailleurs, parce que je pense que ces analyses sont assez pertinentes. Mais voilà, ce sera peut-être aux prochaines législatives. Mais en tout cas, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, il présente un seul candidat, c'est lui-même, dans toutes les 577 circonscriptions, et il veut le faire une candidature de témoignage, avoir eu le plus gros score possible, parce qu'ils ont vu qu'ils font de très bons scores en Russie, en Thaïlande. Et psychologiquement, je pense qu'au lieu de faire 1% comme la moyenne en France, s'il arrive à faire 5%, 10%, il pourra dire « Ah, ben vous voyez, l'UPR, aux dernières élections, on a fait 5%, 10%. » Ok, très bien, je peux le comprendre aussi. Donc, chacun a un petit peu son intérêt dans cette histoire. Et d'ailleurs, moi-même, hein, je le dis, je l'assume tout à fait. Je suis là aussi pour développer des groupes, des réseaux, partout dans la circonscription. Je prépare déjà la suite, parce que je veux un combat politique permanent. Ce qui m'intéresse, c'est que vous qui voyez cette vidéo, qui recevez mes messages, mes emails, qui me voyez dans les réseaux sociaux, vous me contactiez et qu'ensemble on développe des réseaux de patriotes partout dans le monde. On prépare déjà d'ailleurs les élections de 2026. Personne n'en parle, je suis le seul à en parler en tout cas pour l'instant. Peut-être que je vais donner l'idée aux autres candidats. Vous avez des élections locales en 2026, en France et à l'étranger. Donc pour moi, il faut un travail vraiment de terrain, en plus du travail politique. Il y a la politique et il y a le terrain. Donc vous avez pour l'instant 3 candidats qui misent tout sur l'étiquette.
je suis RN, je suis Reconquête, je suis UPR, votez pour moi. Et donc, ils pensent que les Français de la circonscription vont suivre comme des veaux. Est-ce que les Français sont des veaux? Bon, ils vont suivre les étiquettes, ils vont dire, ah tiens, lui c'est le candidat RN, je vais voter pour lui parce que c'est la tendance nationale. Très bien. D'ailleurs, je suis d'accord avec cette tendance. Je pense qu'en France, où les étiquettes sont importantes, il faut voter pour les candidats RN, LR, et parce qu'il faut vraiment dégager cette Macronie. Il faut la plus grande majorité possible, et la majorité absolue, pas relative. Donc j'espère que tous les candidats, pas tous, c'est pas possible, mais en tout cas un maximum de candidats RN en France soient élus. Et j'ai des amis d'ailleurs qui sont candidats Reconquête. J'espère qu'ils feront des bons scores, mais j'espère qu'ils ne feront pas d'ombre aux candidats RN. Mais en tout cas, la règle, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il s'il y a des circonscriptions qui ne sont pas gagnables, envoyer des candidats, tout type de candidats, dont des candidats Reconquête. C'est pour ça d'ailleurs qu'Éric Zemmour présente 330 candidats dans toute la France et à l'étranger. C'est parce que lui aussi, il a besoin de financement et de temps d'antenne. D'ailleurs, j'étais à Paris ce week-end et j'étais surpris que même des militants de Reconquête n'étaient pas au courant. Donc, ils se posaient eux-mêmes la question. Voilà, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas de le dire, mais ils se demandaient pourquoi est-ce qu'on y va. Ils ne savaient pas qu'en fait, une voix rapportait 1,50 € au parti. Voilà, donc en fait, bien que je ne sois plus chez Reconquête et que j'ai d'ailleurs un certain sentiment parce qu'il s'est passé des choses injustes, mais en fait, je soutiens toujours les idées d'Éric Zemmour et je lui souhaite tout le meilleur et je souhaite aussi le meilleur à Reconquête. Je pense qu'il a raison. En fait, il a raison de mettre des candidats dans des circos qui ne sont pas gagnables, mais dans lesquels il faut avoir des financements publics parce que sinon, c'est la mort de Reconquête. Donc, il est obligé d'avoir des financements publics et il est obligé d'avoir du temps de parole, sinon on ne le voit plus dans ses news. S'il ne fait pas ça, Zemmour va devenir comme Asselineau. Donc il ne s'exprimera que par chaîne YouTube, comme moi. Voilà. Donc, et donc c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut pour Reconquête. Donc il est obligé d'être candidat pour que Reconquête reste vivant. Moi je pense que c'est important que Reconquête reste vivant. Faut pas tuer ce parti non plus parce qu'il a son utilité. Entre autres, parce que Reconquête existe, le RN devient un parti présidentiel, un parti de gouvernement. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Et en plus de ça, bon, il y a des idées aussi. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas de financement et pas de temps de parole en jeu, etc., le simple fait de dire, on va dire la vérité, bon, j'ai vu leur campagne, ils disent la vérité, bon, c'est vrai, très bien. Le fait de dire la vérité, ça permet de faire un peu de métapolitique, c'est-à-dire de changer les mentalités. Et bon, bien malgré eux, en fait, eux, ils disent la vérité et les lecteurs plutôt patriotes vont écouter Éric Zemmour et Reconquête. Il va finalement voter RN parce que finalement, ils ont compris que c'est le RN qui va gouverner parce qu'ils savent arrondir les angles, ils savent faire de la politique. Et en fait, Reconquête devient un genre de think tank, je crois, et Zemmour devient un guide spirituel, quelqu'un de très influent, mais pas vraiment dans la politique. Bon, bref, voilà. Donc, ça, c'était le point pour la candidature, l'Union des droites, François Asselineau. Et voilà, donc, moi, ce que je souhaite, c'est que dès maintenant, vous me contactiez et qu'ensemble, on développe des équipes pour militer pour ces législatives, mais même au-delà de ces législatives, on prépare déjà 2026, 2027, etc., etc., et qu'on ait des équipes de patriotes partout dans notre circuit, d'ailleurs même dans le monde, j'ai déjà des équipes qui sont, par exemple, à Genève, en Suisse, bon bref. Donc, dès maintenant, notre engagement est permanent, tous les jours. C'est vrai, j'ai vu des critiques déjà, la campagne a commencé, et j'ai vu quelqu'un me critiquer parce que j'exprime mes idées politiques de manière ostentatoire, tous les jours. Voilà. Mais je pense que c'est ça la politique. Est-ce que la politique, c'est apparaître quand il y a une élection et disparaître quand il n'y en a plus? Vous savez, il y a des candidats qui sont des professionnels, ils sont financiers, avocats, etc. Ils ne parlent jamais de politique. Quand il y a une élection, ils sortent, ils expriment leur programme. Et s'ils ne sont pas élus, ben hop, ils disent plus rien pendant des semaines et des mois. Donc ils réapparaissent, mais en tout cas, ils ne parlent pas naturellement de politique. Moi, j'en fais tout le temps, parce que je suis quelqu'un de conviction. J'ai des idées. Et je ne fais pas de la politique juste pour une élection. Je fais de la politique pour changer les mentalités, tous les jours. Je suis un combattant. D'ailleurs, je suis un combattant d'ailleurs de le vrai sens du terme, parce que je suis un combattant de MMA. Mais je suis aussi un combattant de notre cause, de la cause patriote. Parce que je veux que les mentalités changent, que la parole se libère.
que les gens arrêtent de raisonner en extrême droite, etc. etc. D'ailleurs, j'ai été étiqueté extrême droite maintenant par je crois que c'est le ministère. Vous savez, il y a des nuances politiques. Et maintenant, il est écrit que voilà, Marc Guyon est candidat extrême droite. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas extrême droite, je suis divers droite. Et bon, bref, peu importe. Vous savez, il y a toujours cet obstacle de la bien-pensance qui parle d'extrême, extrême, extrême droite. Voilà. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a un message à faire passer dans cette élection, c'est que le terrain est important, la personne est importante. Moi, je ne vais pas voter pour quelqu'un juste parce qu'il a une étiquette RN ou Reconquête ou quoi que ce soit. Je vote pour une personne. Qui est-elle? Dans quel domaine, quel domaine d'activité elle est? Qu'est-ce qu'elle fait tous les jours sur le terrain? Est-ce qu'elle a déjà un mandat électif? Là, je crois que je suis parmi tous les candidats, on n'est que 2 élus locaux. On est 3 élus parce que la députée sortante est élue, effectivement, donc on est 3 élus, sauf erreur de ma part, il faut que je revoie la liste. Mais en tout cas, des élus connus, il n'y en a que 3, dont 2 élus locaux. Il y a le candidat de la gauche qui est un prof à Pékin, je crois. Il y a moi à Hong Kong. Voilà, ça, c'est des choses, des critères importants à prendre en compte. Voilà, et après, il y a l'âge aussi. Vous savez, Jordan Bardella a 28 ans. Donc, on veut qu'il devienne Premier ministre, mais il faut quand même renouveler la vie politique. J'ai 40 ans, je bosse tous les jours. Moi, je suis à fond pour défendre nos idées. La politique, moi, je veux pas un député qui va quelques jours sur les bancs de l'Assemblée nationale, fait quelques tweets, quelques rapports, et puis voilà. Moi, je veux un député qui soit tous les jours à fond, à 100%, même à 200%, sur tous les fronts, qui partage des idées et qui échange beaucoup avec ses compatriotes. Moi, je serai un député de terrain, je serai dans vos groupes de discussion. Vous pouvez me joindre directement. D'ailleurs, là, maintenant, j'ai publié mon numéro de téléphone public. D'ailleurs, il est toujours public parce que j'utilise mon numéro de téléphone pour divers sujets, dont professionnels. Donc, vous pouvez me contacter parce que vous voulez faire des cours d'arts martiaux, par exemple. Voilà. Donc, j'ai toujours eu mes coordonnées publiquement. Mais là, voilà, vous pouvez me contacter directement. Vous n'allez pas m'envoyer un mail, je vais répondre une semaine après, etc., etc. Donc, je suis là, je suis disponible et je viens vous voir. Je suis sur le terrain, je découvre, vous partagez avec moi vos problématiques, ce qui va, ce qui ne va pas, les enjeux, ce qui doit changer chez les Français de l'étranger. Voilà, donc, maintenant, je vais finir avec pourquoi une candidature indépendante et pas avec des étiquettes. Donc, pourquoi je ne me suis pas retiré parce qu'il y a une liste d'union, etc. Alors déjà, j'aurais pu le faire, c'est vrai, s'il y avait vraiment une union. Nous sommes 4. Il y a moi, il y a le RN, il y a Reconquête et il y a UPR, encore une fois. Bon, il y a peut-être d'autres candidats qui vont se définir de droite, je ne sais pas, j'ai vu parmi les autres candidats. Voilà, mais en tout cas, ce n'est peut-être pas des candidats connus, ce n'est pas des candidats qui sont ni étiquetés, ni sur le terrain. Voilà, à mon avis, il faut quand même l'un des deux. Donc nous sommes 4. Si au lieu d'être 4, nous étions 2 et que j'étais moi le dissident qui se présente pour faire chier, quoi, quelque sorte, là, effectivement, ma candidature pose problème. Mais avec une candidature RN et une candidature Reconquête et maintenant une candidature UPR, c'est impossible d'être au deuxième tour. Donc ma candidature, elle a un rôle de candidature d'union en dehors des étiquettes. Donc je suis le seul patriote qui n'a pas d'étiquette et qui est implanté. Voilà, bon, parmi les 15 autres candidats, il y a peut-être quelqu'un qui va dire je suis patriote, je suis sans étiquette, etc. Mais c'est quand même très important de faire passer un message. Donc le message que je vais vous faire passer, c'est que ne suivez pas bêtement un vote, une consigne de vote juste parce qu'il y a une étiquette dessus. Regardez qui est derrière, qui fait du travail des terrains, qui va à la rencontre des compatriotes partout dans la circonscription. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, j'en ai parlé d'ailleurs avec M. Assouline, je l'ai eu au téléphone hier pendant une demi-heure. Il a essayé de me convaincre de me retirer, comme ça je soutiens et comme ça il peut faire peut-être 10%. Et il pourra dire que, vous savez, l'UPR c'est pas 1%, c'est 10% à la dernière élection. Et je peux comprendre, je comprends son positionnement. Mais en tout cas, maintenant nous sommes là parce que nous avons un message à faire passer. Et le message, il est très simple, c'est que les grands partis nationaux, il faut qu'ils arrêtent leurs petites magouilles diverses et qu'ils écoutent plus le terrain. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on est là parce que les sièges parisiens ont refusé les décisions prises localement. Si on avait accepté localement le deal que j'avais eu avec Éric Minet, je peux dire son nom, c'est un ami, même un collègue qui est à Pattaya, qui a accepté d'être mon suppléant, je suis sûr et certain que
le responsable de Reconquête Asie, Philippe, aurait accepté de ne pas présenter de candidat à Reconquête et nous aurions eu une candidature d'union. Localement, en Asie, enfin Asie, c'est pas que l'Asie, c'est l'Asie, l'Océanie, l'Europe orientale, il ne faut pas oublier l'Australie, etc. et la Russie. Dans notre circo, si nous étions indépendants des gros cerveaux parisiens de leur bureau qui décident de tout sans connaître le monde des Français étrangers, si nous avions pu décider nous-mêmes, nous aurions eu une candidature d'union. Malheureusement, pour X raisons, quelqu'un d'a priori très intelligent dans les bureaux parisiens a dit « Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'Asie? Qui est candidat ?» Donc, les responsables locaux en Asie disent « Nous, on veut lui, lui, lui. » Et ils disent « Non, 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 c'est pas bien. Change, il faut quelqu'un d'autre. » Voilà. Après, bon, en plus de ça, il y a d'autres considérations. Par exemple, comme je vous l'ai dit, il y a déjà des besoins de financement public, mais il y a aussi, par exemple, il faut des femmes. Voilà, on peut très bien mettre une candidate parce qu'il faut un certain quota. Voilà, bref, ça c'est le message principal que je veux faire passer dans cette élection. Envoyez un message aux partis politiques, dites-leur qu'à cause de vos conneries, on n'a pas pu avoir l'union. Et ça, ce message, vous l'envoyez en votant Marc Guyon. Parce que si vous votez RN, vous allez conforter le parti en se croyant tout puissant, dire ouais, nous sommes RN, etc., etc. Et pareil pour Reconquête. Bon, Reconquête, bon, bref, sans commentaire, je lui souhaite bonne chance parce que c'était ma suppléante de 2022. Donc, c'est quelqu'un de très bien, je l'apprécie et surtout humainement. Donc, j'espère qu'ils auront le maximum de financement public possible. Voilà, mais là, j'ai pas mal de retours du terrain. Parce que voilà, je suis en contact avec le terrain partout dans notre circo. Et on me dit les gens ont peur, ils veulent voter RN, peu importe qui c'est. Voilà. Mais ça pose beaucoup de problèmes. Parce que je comprends que vous vouliez voter utile, mais ce n'est pas le vote utile parce qu'ils n'ont aucune chance d'arriver au deuxième tour. Et pourquoi ils n'ont aucune chance d'arriver au deuxième tour? C'est parce qu'il n'y a pas d'union. Et pourquoi il n'y a pas d'union? C'est parce que les décisions sont prises à Paris. Donc, si vous voulez l'union de la droite aux prochaines législatives, vous savez, l'élection peut être annulée là, dans quelques semaines. Et on peut repartir en campagne législative dans 3 mois, dans 6 mois. C'est possible. Alors, je referai une autre vidéo sur ce sujet. Ça fait déjà plus de 22 minutes déjà. Il faut préparer toujours l'avenir. Donc là, nous envoyons un message aux grands partis nationaux pour leur dire arrêtez vos conneries, faites l'union. Et ce message, ce n'est pas en votant pour les étiquettes et pour les partis. Parce que si vous votez pour une étiquette, vous validez ce qu'ont fait les partis dans leurs bureaux parisiens. Si vous votez Marc Guyon, la candidature légitime sans étiquette, ils vont réfléchir la prochaine fois. Ils vont voir que, en 2024, Marc Guyon a proposé ça. C'était l'étiquette, on va dire, Union des droites. D'ailleurs, vous verrez sur Internet, Union des droites, Marc Guyon. Et en fait, il a eu raison. À ce moment-là, ils vont peut-être accepter de tous s'unir autour d'une candidature commune, peut-être de la mienne ou une autre en tout cas, mais on pourra discuter. Là, on n'a pas discuté. Voilà. Finalement, l'union, elle se fait dans un rapport de force. Si le RN arrive en tête des candidatures de droite de notre circo en 2024, ils vont toujours continuer à faire la même chose. Ils vont présenter toujours le même candidat, ou en tout cas avoir la même stratégie, et on sera toujours perdant. Parce que déjà, de toute façon, l'union ne peut pas se faire autour du RN. Vous savez qu'ils ont des problèmes, un programme économique qui ne peut pas être accepté par la majorité de la droite en Asie, etc. Nous sommes quand même des entrepreneurs, des financiers, des gens qui ont la tête sur les épaules. On ne peut pas voter pour le programme économique du RN. Par contre, on peut voter pour quelqu'un qui va siéger avec le RN. C'est ce que je vous propose parce que je soutiens la majorité de Jordan Bardella, je soutiens l'initiative de Marion Maréchal et je siégerai, si vous le souhaitez, je siégerai avec le RN, je voterai avec le RN, je voterai pour la majorité de Jordan Bardella, mais j'aurai mon indépendance. Vous savez, le RN, à un moment, plusieurs responsables du RN ont voulu supprimer les députés des Français étrangers, mais que ça ne sert à rien. Et en plus de ça, ils votent tous macronistes. Donc en fait, la philosophie du RN, elle n'est pas forcément par nature favorable aux Français étrangers. Et même les macronistes, ce n'est même pas qu'une question de gauche ou de droite ou de centre. La députée actuelle, elle aurait pu voter contre certaines règles fiscales comme la CSG-CRDS sur les revenus que vous avez de vos investissements immobiliers en France. Donc voilà, elle a voté contre les intérêts des Français étrangers parce que c'est ce que lui demandait sa majorité. Donc elle sait très bien que ce n'est pas bon pour les Français étrangers, mais elle n'a pas eu le choix puisqu'elle était dans la majorité. Elle devait suivre des consignes de vote. Il y a des consignes.
Donc, si le candidat du RN est élu, il va devoir suivre les ordres du RN. Alors moi, non. Moi, je voterai avec le RN dans 99% des cas, mais il y a quand même 1% des cas dans lesquels je défendrai avant tout les Français et l'étranger et des réformes économiques libérales et réalistes. Voilà. Allez, à très vite.